OK. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est juste l'introduction à la formation sur l'analyse des données avec le logiciel R. Et mon objectif ou l'objectif global de cette formation, c'est que vous devez être capable de conduire une analyse statistique conforme. Et par conforme ici, j'entends le fait que ça doit respecter les normes et les standards qui correspondent à l'analyse statistique des données dans le domaine de la santé et dans les autres domaines qui sont semblables. Parce qu'en réalité, les méthodes de statistique sont les mêmes, c'est juste le domaine qui va changer. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir produire un rapport d'analyse automatisé. Et l'idée ici dans le rapport d'analyse automatisé, c'est de dire il faudrait pouvoir intégrer dans le code qu'on écrit, notamment avec ce qu'on appelle R Markdown, des éléments qui permettent à ce que le logiciel me donne un rapport qui est complet. Et évidemment, je peux même ajouter des commentaires de manière que quand je clique sur mon logiciel pour dire exporter, il me donne un fichier Word que je peux juste transférer à quelqu'un et tous les éléments y sont. Et c'est vraiment ça, je dirais, la cerise sur le gâteau ou le document final, le produit final qui sera comme l'aboutissement de cette formation-ci. Donc ça, c'est le but. Maintenant, en termes d'objectifs, là, on a 6 objectifs qui vont couvrir l'ensemble de la formation. Le premier, c'est de pouvoir préparer un environnement de travail sur R et de pouvoir manipuler les objets de données. Cet objectif, globalement, c'est de pouvoir mettre en place le logiciel, comprendre les différentes fenêtres qu'il y a, à quoi sert telle fenêtre, à quoi sert telle autre fenêtre. C'est de pouvoir importer des données, parce que lorsqu'on a saisi ces données sur CS Pro, par exemple, il faut pouvoir les importer sur R afin de pouvoir donc analyser et également comprendre le langage de R et les différents objets qu'il y a là-dedans. Au début, ça a parfois l'air un peu difficile, mais une fois qu'on a maîtrisé cette approche, cette philosophie qu'il y a derrière, ça devient vraiment aisé. Et c'est beaucoup intéressant, beaucoup mieux de partir de là que de juste sauter pour aller commencer à cliquer à gauche, à droite, mais de comprendre le langage, comprendre les types d'objets, et c'est ce qu'on verra dans ce premier objectif. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de pouvoir écrire et exécuter un script R avec les éléments fondamentaux du langage. Voilà, justement, c'est pareil parce que R travaille les scripts, on verra ça tout à l'heure. Troisième objectif, c'est de pouvoir explorer et traiter les jeux de données avec R. Donc, l'idée ici, c'est de dire, en général, quand on importe une base de données sur R, parce que R, c'est un logiciel uniquement pour l'analyse, il n'y a pas de saisie de données qu'on puisse faire sur R. En général, lorsqu'on a importé ces données sur R, il faudrait pouvoir faire quelques traitements de base, comme recoder les variables, créer de nouvelles variables, faire des calculs, etc. Et le but donc ici justement, c'est de pouvoir faire tout ce traitement qu'on a besoin de faire sur la base de données. L'objectif numéro 4, c'est de pouvoir visualiser les données à l'aide des graphiques sur R. Et ça, c'est un élément très, très important. Je dirais un avantage majeur que R a sur tous les autres logiciels. C'est que la qualité des graphiques qu'on peut faire sur R, il n'y a pas de pareil. La diversité des graphiques. Et d'ailleurs, peut-être pour vous donner une idée, pendant la COVID, il y a certains sites internet qui donnaient comme des statistiques hebdomadaires ou journalières. Quasiment tous ces sites avaient derrière un code R qui permettait de mettre à jour automatiquement les graphiques avec les données. Et ça, vous aurez la possibilité de le faire parce que c'est des choses qui ne sont pas complexes. Juste comprendre le principe et le code qu'il y a derrière et de pouvoir le faire. Voilà, le cinquième objectif, donc vous voyez, c'est à ce niveau que l'analyse statistique même arrive. C'est de pouvoir réaliser des stats descriptives et des associations avec R. Et enfin, d'intégrer donc R dans un flux de travail reproductif et de pouvoir utiliser des ressources avancées. Ici, par ressources avancées, j'entends les rapports d'analyse automatisée dont j'ai parlé. J'entends pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. J'entends pouvoir utiliser d'autres sites internet qui apportent vraiment des éléments plus utiles et plus pertinents pour pouvoir travailler sur R. J'entends créer ses propres fonctions sur R parce que c'est possible et ça rend vraiment le travail plus fluide, plus automatique et ainsi de suite. Et à la fin, je partagerai avec vous mon script classique, voilà, qui contient quasiment toutes les analyses usuelles que j'ai pu concocter jusque-là. Et c'est un script qui me permet, bon, ceux qui
on fait l'analyse des données, comprendront un peu, de faire l'analyse d'une base de données aussi complexe qu'elle soit en 2 heures de temps ou moins. Et là, j'inclus toutes les étapes qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est justement parce qu'il y a beaucoup de choses automatiques qu'on peut intégrer. Et le but, c'est que vous arriviez à avoir ce niveau de maîtrise et d'automatisme-là. Voilà, donc c'est ça les différents objectifs. Je vais commencer juste par une introduction à l'analyse des données même. Voilà, ce n'est pas encore avec R, mais juste l'analyse des données pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente. Donc, il faut bien comprendre la place de la statistique dans la recherche en général. Parce que comme je l'ai dit, ceci rentre dans le processus global des compétences pratiques en recherche, du moins recherche en santé ou recherche en général. Donc le plus souvent lorsqu'on fait un travail, ça c'est le cycle de la recherche que j'ai publié dans mon livre, ça fait moi maintenant 2018, sur l'initiation à la recherche quantitative en santé. Donc dans le cycle de la recherche, il y a identifier un problème, formuler une question, rédiger un protocole de recherche qui est quasiment comme le nœud, j'ai envie de dire comme l'élément central et fondamental qu'on aura dans son travail de recherche, rédiger un protocole. Ensuite, il faut aller mettre en œuvre ce protocole, c'est-à-dire aller sur le terrain, collecter et analyser les données. Et c'est à ce niveau que ce qu'on est en train de voir là va intervenir l'analyse statistique. Et je mets ça juste pour qu'on comprenne que l'analyse statistique ne vient pas de manière solo, de manière autonome, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Mais ça doit entrer dans un processus en fait. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'on fait la recherche pour résoudre un problème de recherche qu'on a identifié. On fait la recherche pour que ce soit utilisé pour améliorer ses propres pratiques, les pratiques des autres personnes autour de soi. Et l'analyse des données vient juste comme un maillon de tout le processus. Une fois que j'ai collecté mes données, il faut, comme quelqu'un dit, il faut faire parler ces données-là. Et c'est dans le processus de faire parler donc qu'on va utiliser le logiciel comme R pour faire des calculs, pour ressortir des résultats qui doivent être interprétés pour que ce soit utilisé. Donc c'est vraiment un maillon de la chaîne du cycle de la recherche qu'on a ici. Voilà. Et j'ai mis quelques définitions là, parce que parfois c'est important. Ce qu'on appelle la statistique, c'est quoi? C'est juste un processus ou une méthode scientifique qui consiste à la collecte des données chiffrées, le traitement, l'analyse de ces données et leur interprétation en vue d'une prise de décision. Donc en réalité, même ce qu'on a vu depuis le départ sur la collecte des données, ça fait partie de la statistique. Et l'idée générale, c'est de dire quand on parle de statistique, il ne faut pas directement penser aux chiffres et aux calculs. Et je peux d'ailleurs vous dire, quand je faisais la formation sur les méthodes statistiques avancées en santé, l'enseignant, lorsqu'il faisait son évaluation statistique, il n'y avait quasiment aucun calcul. Il vous donne une fois les résultats. C'est-à-dire que quand il dit, OK, on va faire l'évaluation, il vous donne, voici les résultats. Ce qui intéresse, c'est qu'est-ce que je fais de ces résultats, comment est-ce que je les interprète. Ou parfois, quand il pose une question, si tu commences à répondre en disant, bon, il faut calculer telle chose, tu as raté. Parce qu'il faut d'abord expliquer qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux faire ça, c'est quoi le problème qu'il y a derrière. Et le challenge, vraiment, c'est de comprendre quand on parle de statistiques, ce n'est pas qu'une affaire de chiffres, mais c'est tout un ensemble où j'ai des données chiffrées, donc des données numériques, qui vont passer par des calculs, mais que je dois pouvoir interpréter en vue d'éclairer ou d'orienter vers une prise de décision. Et ça, c'est vraiment important de garder cela à l'esprit. Et quand on va parler donc de biostatistique, c'est simplement l'application de cette méthode au domaine de la biologie ou de la médecine, tout simplement. Sachant que la biologie, c'est l'étude des êtres vivants. Donc, biostatistique, c'est juste l'application de la statistique à des données qui concernent les êtres vivants. Ça peut être les hommes, les animaux, ou les vétérinaires, etc. Et la statistique peut aussi être décrite comme un indicateur. Donc, c'est également aussi l'application d'une méthode comme la moyenne sur une statistique, etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit pendant qu'on est en train d'avancer. Et il y a cette image que j'aime beaucoup. Ceux qui suivent souvent mes éléments ont dû voir ça plusieurs fois. Ce que la statistique est réellement, c'est ce que vous voyez à l'image là. C'est-à-dire, j'ai des données qui sont sous forme de chiffres, qui sont là, collectées et organisées d'une certaine façon, qui vont être analysées et interprétées. C'est le monsieur qui est là qui essaie de voir, OK, j'ai quel chiffre ici, j'ai quelle valeur là, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ceci est plus grand que ça, si ceci est plus grand, qu'est-ce que ça implique, etc. Et enfin, maintenant, de pouvoir prendre une décision.
ou du moins de mettre dans un format qui va permettre à ce que la prise de décision soit possible et soit facile en quelque sorte. Et c'est finalement de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la statistique. Maintenant, à quoi sert le logiciel dans la gestion des données ou dans la statistique? Et ça, c'est très important de comprendre. La statistique part justement des données, comme ce qu'on a ici. Ça veut dire on a collecté ces données, on a saisi dans un masque de saisie, ou alors on a ces données dans un fichier Excel. Voilà, j'ai une base de données là, un ensemble de chiffres, de valeurs, de réponses que j'ai obtenues d'une population. Première chose, le logiciel va m'aider à classer ces données-là. Et par classer, j'entends mettre ça en ordre, regrouper ce qui doit être regroupé, supprimer ce qui doit être supprimé, rajouter ce qu'il faut rajouter. En fait, le logiciel va m'aider à arranger mes données. Et souvent, selon la façon dont on a conçu sa base de données, ça peut prendre quasiment la moitié, voire 80% du temps qu'on aura à dépenser là-dessus. Donc, le logiciel a l'avantage d'avoir des outils qui vont nous aider facilement et rapidement à traiter ces données. Je prends un exemple. Je peux avoir collecté mes données comme on a eu à voir sur le masque de saisie avec la variable peut-être motif de consultation. Et j'ai mis les différentes réponses. Et puis j'ai mis autre motif à préciser. Et il se trouve que dans autre motif, j'ai une réponse qui est revenue fréquemment. Par exemple, douleur abdominale est venue fréquemment dans autre à préciser. Il faudra que dans le traitement de mes données, que je puisse ressortir cet autre motif-là de autre pour mettre dans une variable à part, peut-être douleur abdominale, oui ou non. Et ça, le logiciel va m'aider donc à faire ce classement-là, à faire cette organisation. Ou encore, je peux avoir collecté mes données et je me rends compte que j'aurais dû exclure, par exemple, ceux qui ont un antécédent d'accident vasculaire cérébral. Le logiciel va m'aider à venir extraire cela pour les retirer et garder juste la base de données dont j'ai besoin pour faire le travail. Donc, c'est en fait tout cet arrangement-là que le logiciel me permettra de faire. Je peux le faire sur Excel, mais ça me prendra plus de temps. Parce que le logiciel a la possibilité, juste avec des codes que je vais écrire, d'intégrer plusieurs conditions à la fois, de faire des calculs de plusieurs variables à la fois, juste pour avoir une base de données qui est mieux organisée, qui est mieux structurée et qui est prête à être analysée. Donc, c'est ça l'étape de classer les données. Également, le logiciel va nous servir vraiment de calculatrice, comme j'ai mis là. Faire des calculs. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que R va vous aider à concevoir et à faire l'analyse des données. Non, vraiment pas du tout. L'avantage de R, c'est que ça nous permet de faire les calculs qu'on n'a pas appris à faire manuellement ou que ça prendrait un temps fou pour faire les calculs soi-même à la main. Je prends un exemple. Si je veux calculer la moyenne d'âge dans une population, je peux faire avec une calculatrice sans problème. Si j'ai 200 personnes, je commence à taper première personne, 65 ans, je tape deuxième, 48 ans, je tape troisième. Jusqu'à la dernière, je divise par les 200 et j'ai la moyenne. Si je veux calculer le pourcentage d'hommes, je peux le faire avec ma calculatrice. Si je veux avoir le pourcentage de décès chez les hommes comparé au pourcentage chez les femmes, je peux le faire avec ma calculatrice. Donc en fait, R va juste venir m'aider à avoir la moyenne en 1 seconde et non en 10 minutes comme la calculatrice m'aurait pris. Mais R ne me dira jamais il faut calculer la moyenne ici et pas la médiane. Il faut comparer les pourcentages ici et pas les médianes, ainsi de suite. Ce qui fait que le travail de conception de ce qu'il y a à faire comme calcul, c'est la personne qui analyse les données qui le fait. R va juste m'aider à appliquer. Et ce qui est fou avec R, c'est que quel que soit le résultat qu'il demande de calculer, il va calculer et me donner. Et c'est pareil pour tous les logiciels d'analyse. Évidemment, si je prends ma calculatrice, je fais 60 divisé par 8, ça me donne une réponse. Si même je suis en train de calculer la valeur de la glycémie et que je trouve une valeur moyenne de 11,5, la calculatrice va me donner cette réponse parce que elle ne comprend pas de quoi je parle. Et c'est pourquoi il faut vraiment garder à l'esprit le fait que R ne fait pas l'analyse des données. Du moins, ce n'est pas R qui conçoit. R permet juste d'appliquer et je dois moi-même avoir conçu cela à l'avance pour que ce soit efficace. Et c'est ça le deuxième rôle du logiciel qu'il faut vraiment bien clarifier. Et le troisième rôle, c'est que ça nous permet de faire des graphiques. Voilà, avec R, on peut concevoir de très beaux graphiques, comme je disais tantôt. Et c'est grâce à ces graphiques donc, qu'on va pouvoir mieux présenter et mieux illustrer ces données pendant qu'on est
en train de pouvoir faire son rapport d'analyse. Et ça, c'est un élément qui est capital aussi. Voilà, donc le logiciel va m'aider à faire des graphiques. Et encore une fois, c'est moi qui conçois, c'est moi qui choisis les types de graphiques et le logiciel me permet juste de les implémenter et d'avoir le résultat. Donc, en gros, le rôle du logiciel, c'est d'implémenter ce que j'ai conçu et de pouvoir le faire de la plus belle des manières. Voilà. Et là, j'ai remis les étapes de l'analyse des données. Ça, on l'avait déjà vu un peu la dernière fois quand on faisait l'introduction à cette partie de la formation. Et je vous ai dit, il faut commencer par importer les données. Ça, c'est forcément la base. Puisque si j'ai analysé, je dois bien avoir ces données-là. C'est vrai que R revient en fait avec certaines données d'exercice qu'on peut utiliser et on verra comment ça se fait. Mais généralement, quand j'ai analysé, il faut que je commence par mettre ces données dans le logiciel. Ensuite, il y a le temps de préparation des données qui va prendre quasiment 80% du temps que j'aurai investi. Et ce que j'expliquais au début, c'est de pouvoir nettoyer ces variables, ces données-là, nettoyer du genre, supprimer les données, les individus qui ne doivent pas être là, gérer les données manquantes et tout ce qu'on peut imaginer, recodage des variables, c'est-à-dire certaines variables peut-être que je veux remettre sous forme de catégories. Peut-être je veux mettre l'âge en tranches, peut-être je veux mettre les régions d'origine en 3 régions et pas en 10 régions. C'est tout ça qui entre dans le recodage. J'ai la transformation des données qui peut impliquer de faire certains calculs pour des nouvelles variables. J'ai la conversion des variables en facteurs ou des variables en numérique parce que le format des variables, on le verra sur R, est important. Et c'est tout ça en fait qui rentre dans la préparation des données ou la manipulation des données ou le traitement de la base de données pour la rendre prête à une analyse optimale. Et je peux vous garantir que ça, c'est une étape qui est extrêmement importante. Quasiment tous ceux qui sont mes patrons dans la recherche, dans l'analyse des données, accordent une attention particulière à ceci. En général, mon directeur de thèse, par exemple, quand je vais lui dire, OK, j'ai fait l'analyse sur tel ou tel aspect, il peut passer 80% du temps à vérifier que le recodage des variables était bien, que j'ai bien exploré les données pour savoir s'il y a des valeurs aberrantes, que j'ai bien regardé s'il y a les moyennes ou les médianes. Bref, c'est toutes ces phases-là qui comptent le plus. Parce que quand on a des erreurs qui s'insèrent à cette étape-là, on ne peut pas le rattraper. Et quand ça c'est bien fait, tout le reste qui vient après, là, la deuxième partie, là, description, association, régression, ça prend très peu de temps quand on a une base de données qui est déjà correcte. Et c'est ça finalement donc les étapes qui vont entrer dans l'analyse des données. Un élément capital aussi, c'est le plan d'analyse statistique. Le plan d'analyse. C'est en fait, comme vous voyez sur l'image là, comme une feuille de route qui me dit comment est-ce que je vais fonctionner, comment est-ce que je vais marcher pendant que je serai en train de faire l'analyse de mes données. Donc, c'est en fait l'étape préliminaire de toute analyse statistique qu'on peut avoir à faire. Lorsqu'on fait une analyse des données, il faut toujours prendre ce temps, ce moment, cette première étape où je vais concevoir, je vais penser comment est-ce que mes résultats vont se présenter. Et en général, ça peut être vraiment un processus itératif où je fais et je corrige, je fais, je corrige. Suivant les éléments qu'on a, suivant les objectifs de recherche qu'on a, c'est vraiment important et capital de commencer par concevoir un plan d'analyse statistique. Et la plupart des gens pensent parfois que c'est le statisticien ou c'est un expert, je ne sais pas qui vient d'où, qui doit faire ce plan d'analyse. Mais non, en réalité, c'est la personne qui fait la recherche qui doit pouvoir faire le plan d'analyse. Parce que même si un statisticien ou quelqu'un doit faire le plan pour vous, une fois qu'il donnera les résultats, vous aurez du mal à comprendre ce qu'il y a dans ces résultats-là. Et c'est pourquoi c'est important que ce soit la personne qui fait la recherche, qui fait le plan d'analyse. Et le plan d'analyse, en fait, c'est justement cette phase où on prend le temps de réfléchir pour concevoir le schéma de présentation des résultats, pour voir comment est-ce que les résultats vont se présenter, je mets quoi où, je mets les variables en quelle catégorie, etc., etc. Et c'est finalement le schéma à suivre pour faire l'analyse statistique des données. Bon, là, j'ai mis exemple, mais je ne vais pas forcément le présenter. Là, je vais juste vous renvoyer vers la page YouTube. Je crois que je pourrais également partager avec vous le lien. Sur notre page YouTube, on a toute une série, une masterclass qu'on a faite récemment sur comment est-ce qu'on conçoit un plan d'analyse statistique et avec un exemple, un modèle que vous pourrez télécharger aussi, modèle de plan d'analyse statistique qui montre vraiment comment les tableaux doivent être
se présenter, comment est-ce qu'on fait l'étude d'association, le odds ratio, la valeur P. Et c'est en fait finalement l'étape fondamentale, capitale par laquelle il faut passer si on veut faire une analyse statistique qui est cohérente. La plupart des gens qui me contactent en général doivent avoir un plan d'analyse. Et quand ce n'est pas fait, c'est un service qui est facturé à part. Voilà. Et si vous, enfin, l'idée c'est que vous puissiez regarder ces vidéos-là et qu'à partir de là, vous puissiez justement concevoir un plan d'analyse statistique qui est bon, qui est propre, qui est cohérent et que vous compreniez les notions de statistiques. Parce que c'est ce que vous aurez conçu en fait que le logiciel va vous aider à pouvoir appliquer. Très bien. Voilà. Ceci étant dit, maintenant on va entrer un peu dans les logiciels d'analyse eux-mêmes. Et là, j'ai juste mis une comparaison entre deux logiciels qui sont assez connus. J'aurais pu rajouter un troisième là et même un quatrième. Il y a Python qui est aussi assez répandu de plus en plus. Il y a Stata qui est aussi assez répandu et demandé de plus en plus. Mais j'ai pris ces deux parce que ça représente un peu comme deux versions ou deux écoles ou deux volets de la chose. Et là, j'ai comparé sur un certain nombre de critères qui, à mon avis, sont importants. Et là, je mets pour que vous puissiez bien avoir une vue globale de la situation. Que vous ne soyez pas juste refermé sur un élément là. Et que vous compreniez aussi pourquoi nous, on a décidé de migrer vers R, et heureusement d'ailleurs, parce que voilà, c'était vraiment du temps qu'on a passé dans le noir en travaillant sur SPSS sans se rendre compte. Et je vais de temps en temps faire un peu un commentaire sur les autres logiciels pour que vous compreniez. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de logiciels d'analyse qui existent, vraiment beaucoup. J'en connais au moins une dizaine et j'en découvre encore. Je crois que la dernière fois, il y a quelqu'un qui me parlait de Sphinx, que je ne connais pas comme logiciel, et qui, il semble-t-il, fait l'analyse des données aussi. Mais au moins, ceux dont je vous parle, c'est ceux, je suis sûr, sur 10 personnes qui font l'analyse des données, vous avez au moins 8 qui connaissent et qui utilisent ceux que je suis en train d'évoquer là. Donc, là, j'ai mis R et SPSS. Premièrement, concernant le coût. R, c'est un logiciel qui est gratuit et c'est ça le principal argument du logiciel R. Tandis que SPSS, c'est payant. Là, j'ai mis 2000 euros. Ça, c'était il y a peut-être 2 ans quand je faisais cette diapo. Mais actuellement, je crois que c'est 3600 euros pour avoir une licence perpétuelle de SPSS. Et vous pouvez imaginer ce que ça représente en francs CFA. Et à côté de ça, il y a Python, qui est gratuit également, qui est un peu comme R, c'est quasiment similaire. Et il y a Stata, qui est aussi payant et qui coûte, je crois, plus cher ou le même prix que SPSS également. Et donc, c'est pourquoi la plupart des personnes, la plupart des universités préfèrent travailler soit avec R ou avec Python. Mais je dis c'est similaire parce que Python, c'est juste un autre langage de programmation, un autre langage comme R. C'est un logiciel comme R qui est gratuit aussi. Et honnêtement, j'ai un peu appris sur Python, j'ai un peu vu comment ça fonctionne, mais au fond, j'estime que ce n'est pas nécessaire d'apprendre les deux. Et même l'un de mes aînés qui enseigne Python m'a dit, ben, si tu sais déjà travailler sur R, ça ne sert à rien d'aller apprendre R, parce qu'au fond, les deux font exactement la même chose. Juste pour vous donner une idée, par exemple, sur R, quand on va écrire la moyenne avec M majuscule, sur Python, on va peut-être juste écrire MN au lieu de min, M-E-A-N. Donc, c'est des petites différences comme ça, mais au fond, ça fait exactement la même chose. En termes d'utilisation, R, c'est en fait le logiciel qui est le plus utilisé dans l'analyse statistique des données en santé à l'échelle du monde. Tandis que SPSS a une utilisation limitée et qui est de plus en plus limitée d'ailleurs à cause du coût et de ce qu'on peut avoir comme difficulté d'accès. Le logiciel R a des possibilités d'analyse infinies. Et quand je dis infini, je pèse vraiment mes mots là-dessus. Tandis que SPSS est suffisamment limité. En fait, l'avantage de R, c'est que ce qu'on appelle un logiciel libre. Donc, chaque personne est libre de rajouter des choses sur R avec ce qu'on appelle des packages, et ça, on le verra par la suite. Alors que SPSS n'est pas libre. Il n'y a que les concepteurs de SPSS qui peuvent rajouter quelque chose à l'intérieur. Et R est tellement libre et ouvert que, en général, dans le domaine de la statistique, quand quelqu'un met sur pied une méthode statistique, l'une des conditions pour que sa méthode soit validée, c'est qu'il doit avoir un package R qui fait cette méthode-là. L'un de mes enseignants, quand je faisais les cours de statistique en santé, comme je disais, le professeur Georges Rochy, il a
enfin, c'est ceux qui sont à la pointe de la statistique. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand on vous dit le théorème de Pythagore. Voilà, Pythagore avait fait un théorème. Il y a la formule de Rauchy qu'il a développée, je crois, en 2023 pour une méthode très, très avancée dans les analyses de suivi. Mais lorsqu'il a fait cette méthode, il a fait le package R qui a son nom, qui permet de faire cette méthode-là, d'exécuter ou d'appliquer la méthode dans le logiciel sur une base de données. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de méthode statistique qui existe sur la Terre et que R ne peut pas faire, quelle que soit la complexité. Et c'est pourquoi je dis que ces possibilités sont infinies. Alors que, par exemple, la méthode de Rauchy n'existe pas sur SPSS. Il faudra que les gars de SPSS mettent à jour et qu'ils soient déjà au courant et qu'ils puissent l'intégrer dans leur logiciel pour que ce soit disponible là-bas. Et ça, c'est un gros avantage. Également, R fonctionne par des commandes qui sont un peu similaires au logic qu'on a eu à voir sur CS Pro, alors que SPSS fonctionne avec l'interface graphique. Et d'ailleurs, sur R, il y a même un package qui rajoute une interface graphique, ce qu'on appelle R Commander. Bon, on ne verra pas ça parce que pour moi, ce n'est pas forcément l'idéal, mais on peut carrément avoir une interface graphique. Et l'avantage de R avec les commandes, c'est que lorsque je fais mon analyse, je garde le script, je garde toute l'explication de mon analyse dans un fichier qui non seulement peut être réutilisé plus tard, mais deuxièmement, je peux envoyer à quelqu'un qui peut regarder tout ce que j'ai fait et qui peut corriger. Alors qu'avec SPSS, quand je clique, personne ne sait où j'ai cliqué. Parfois, moi, je ne sais même pas où j'ai cliqué pour avoir ce qui est apparu. Et c'est pourquoi ce n'est pas vraiment la meilleure option. Bon, on a travaillé avec ça un bon moment, plusieurs années, mais finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a d'excellent à faire là. Voilà, ici, j'ai mis initiation à l'utilisation indispensable. Quand même, c'est difficile d'aller sur R et de manière intuitive commencer à travailler. Non, c'est assez compliqué quand même. Il faut être initié, il faut apprendre au moins la base et c'est ça le but de cette formation. Alors que sur SPSS, vous pouvez vraiment ouvrir ça et voir ça c'est quoi. Je clique ici, je lis ce que ça donne, je clique. Je peux finalement avoir quelque chose comme résultat. Donc on peut être autodidacte, mais sur R, il faut quand même petite initiation. Voilà. Également, sur R, on ne peut pas faire une modification directe des données. Ça, ce n'est pas possible. Alors que sur SPSS, je peux voir et modifier directement mes données. Les années antérieures, je prenais ça comme un inconvénient pour R. Mais en fait, quand on apprend les bonnes pratiques en gestion des données, on se rend compte que l'un des critères de bonnes pratiques, c'est que les données doivent garder leur intégrité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir faire des modifications sur les données sans garder la trace de la modification qui a été faite. Or, sur SPSS, je peux venir ouvrir ma base de données, j'efface 20, j'écris 30, j'enregistre, ni vu ni connu. Personne ne saura jamais ce qu'il y avait là-bas. Or, sur R, même pour changer une valeur, je dois écrire un code. Et donc, il va rester là. Et tout le monde saura qu'en fait, il y avait 30 ici. On a changé pour mettre 20. Et ça, c'est l'avantage qu'il y a. Je ne peux pas aller changer directement mes données, mais je peux avoir des codes qui modifient et je garde une trace. Et ça fait que moi-même, je me souviens du changement que j'ai eu à faire là. Et c'est un élément qui est dans les bonnes pratiques. Voilà. Également, R, il faut installer les composantes à utiliser, ça qu'on appelle les packages. Bon, c'est pas très compliqué non plus, mais SPSS vient avec tous ces packages déjà. Et R, comme je l'ai dit, a des capacités graphiques qui sont excellentes, alors que SPSS, c'est pas vraiment ça. Et tout ce que j'ai cité pour R là, c'est valable pour Python, parce que c'est exactement la même chose. Stata, le seul inconvénient de Stata, c'est que ça coûte cher et c'est payant. Mais en réalité, les autres éléments sont là. Stata, on ne peut pas acheter des packages, donc c'est aussi limité parce que ce n'est que ce qui est intégré là. Stata a à la fois la version des commandes et la version d'interface graphique, mais quasiment tous ceux qui l'utilisent comme statisticien travaillent avec la version des commandes parce qu'ils peuvent garder le script pour pouvoir l'utiliser après. Stata ne fait pas de rapport, j'ai même pas mis ça, rapport d'analyse automatisé. Ça, c'est l'un des éléments majeurs. Et ça, c'est l'un des points parce que mon directeur de thèse, par exemple, lui, travaille avec Stata. Il ne travaille pas sur R. Et en général, quand il a fait une analyse, ça va être très présentable dans le logiciel, mais sauf qu'il doit recopier dans les tableaux à chaque fois. Et je peux vous garantir, il y a des analyses statistiques que j'ai faites où les résultats approchaient les 100 pages. Et s'il fallait saisir moi-même les chiffres de ces résultats-là, c'est énorme. Et après, parfois, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 individus à supprimer.
Ça, c'est des cas réels. Ça, c'est ce que j'ai eu à faire pour ma thèse, par exemple. Et sincèrement, j'ai rendu grâce à Dieu d'être en train de travailler sur R. Ce serait un casse-tête énorme. Énorme. Or, avec R, je peux justement avoir des rapports automatisés tels que quand je fais juste exporter, j'ai mon fichier dans Word que je peux utiliser. Et ça, c'est un gros avantage. Et avec tout ça, vous comprenez pourquoi voilà, je suis devenu l'un des plus grands défenseurs de R, alors qu'avant, j'étais l'un des plus grands combattants. Voilà, même l'apôtre Paul a changé de camp, je ne suis pas le premier. Ok, donc ça, c'est avantages et inconvénients par rapport à ces différents logiciels qu'on a.